Bon, un petit mot pour présenter Jean Lebrun. Il sera court parce qu'il en a guère besoin. Jean Lebrun est historien de formation. Il était journaliste très tôt. Il a travaillé pour le journal La Croix, notamment, mais travaillait essentiellement pour Radio France, donc France Culture. C'était Culture Matin à un moment donné. Je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça. Et puis, et puis France Inter. Est-ce qu'il pourrait le... Voilà. Je disais que c'était l'autre millénaire. Il y aura une série d'émissions cet été dont tu peux dire un mot. Et puis... Ah oui, je commence une série sur les batailles navales. Il n'y avait pas de cachot sur les bateaux. Il y avait des punitions corporelles jusque très tard parce que c'était très dangereux pour les marins de séjourner au fond des cales, dans les vapeurs, et c'était très dangereux aussi pour les équipages qui restaient sur le pont d'avoir des gens enchaînés en bas. D'où l'usage prolongé dans la marine des châtiments corporels, qui n'a été aboli en France qu'en 1848, sans que ça puisse avoir la moindre application, et qui a continué dans la marine anglaise très longtemps, puisque Churchill le définissait ainsi. Il avait été premier de l'ordre de l'amirauté, du rhum et de la sodomie, et du fouet. Voilà, c'était la définition de la Royal Navy par Churchill. Bon, mais ce n'est pas le sujet. Hein. Le sujet, c'est l'enfermement des enfants. On va se cantonner au XIXe siècle. Stéphane Jacquemin, dont vous verrez l'exposition, recherche les traces des colonies agricoles et pénitentiaires qui représentaient l'essentiel des moyens d'enfermement dont on disposait à l'époque. Lui, il va jusqu'aux traces d'aujourd'hui. Bon. Moi, je m'arrêterai avant la guerre de 1914, en fait. Alors, cette conférence ne va pas vous provoquer d'émotion, comme souvent beaucoup d'interventions ici, parce qu'elle n'est pas fondée sur une expérience personnelle, mais seulement sur une expérience des archives. Les archives des colonies pénitentiaires, je les ai découvertes par le biais de l'une d'entre elles, la Grande Trappe, un grand monastère cistercien dans l'Orne, qui faisait aussi office de colonie agricole sur ses 160 hectares de terrain. Alors j'ai été ému par ce que j'ai lu, mais je n'ai pas à vous proposer autre chose qu'une transcription de ces archives ou de celles parallèles que j'ai pu regarder à Clairvaux, dans des colonies publiques comme Mettray. Je n'ai quand même à vous raconter qu'une histoire administrative, politique, peut-être philosophique. Dans les archives nombreuses des colonies pénitentiaires, il est très peu de témoignages d'enfants. On n'entend pas la voix des enfants, comme hier ici, on pouvait l'entendre chez les anciens pensionnaires de la Belle Étoile, du côté de Crest et de Tamier, en Isère et en Savoie. Alors je vous dis 19e. Peut-être un peu la description du climat. Nous sommes au lendemain de la Révolution française. Déjà, avant la Révolution française, on avait beaucoup réfléchi à l'échelle des peines. Et on se disait que les peines physiques n'étaient pas nécessairement les plus utiles, même si elles étaient les plus spectaculaires, et qu'on pouvait établir une échelle mesurée, un peu comme on fabriquait le système métrique, qui récompenserait les méritants, qui auraient été arrêtés mais ne resteraient qu'un moment en prison, et qui châtierait d'une mesure juste ceux qui étaient appelés à y demeurer plus longtemps. Et dès avant la Révolution française, dans plusieurs pays, notamment en Angleterre et aussi aux États-Unis, et pas seulement donc en France, on réfléchissait à un système qui isolerait, pour les rendre plus vertueux, les détenus. Et dès avant la Révolution française, on avait prêté la plus grande attention à deux modèles différents qui venaient d'Amérique. L'un, c'était le système d'Auburn, qui pratiquait l'isolement de jour
qui pratiquait le travail collectif de jour et l'isolement de nuit, et puis le système dit de Philadelphie qui recommandait, lui, l'isolement continu, jour et nuit. On en était donc là quand le cyclone de la Révolution est intervenu et a provoqué chez beaucoup de privilégiés l'emprisonnement et une expérience personnelle de la détention. Il y a quelque chose de comparable peut-être à ce qu'ont vécu les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale qui se sont retrouvés détenus en prison ou dans des camps de concentration et qui, du coup, ont prêté la plus grande attention à la question pénitentiaire au lendemain de la libération. Ce n'est pas par hasard que le régime des mineurs s'est mis en place en 1945. Eh bien, il y a le même intérêt au lendemain de la Révolution française pour les questions pénitentiaires que les responsables politiques ont expérimenté eux-mêmes dans leur chair qu'en 1944-1945. Quand on a été soi-même en prison, qu'on a vu ses parents guillotinés devant soi, ou bien massacrés dans les prisons en septembre 1792, on est quand même pris d'une certaine compassion pour les détenus et on ne souhaite pas pour eux n'importe quoi. On croit en général dans les milieux dominants, d'après la Révolution, à leur amélioration possible. D'autant que le christianisme a repris du terrain après la Révolution française, après une déchristianisation ratée. Et le christianisme, mais au fond c'est la même chose avec le voltairianisme qui continue beaucoup, très fortement à l'époque, croit à la rédemption possible, à la transformation, à la conversion de l'homme. Et il ne s'agit pas de l'accabler, surtout quand il n'est encore qu'un enfant. Alors les enfants, parce que c'est quand même sous cet angle qu'on va aborder la question de la détention au XIXe siècle. Ils sont très nombreux à être concernés par la possibilité de la mise à l'écart pour éducation et redressement. Alors c'est une catégorie qu'on oublie tout le temps. Elle n'est pas sans importance. Ce sont parfois des enfants qui appartiennent à de bonnes familles où le père de famille exerce la correction paternelle. La correction paternelle, c'est un petit peu la suite des lettres de cachet de l'Ancien Régime, et elle est fondée sur l'idée que le chef de famille, le père, pas question que ce soit la mère, est le représentant de l'État dans la famille, et donc il peut demander à l'État de soustraire le gamin dont il trouve qu'il se comporte dangereusement pour le mettre dans un établissement spécialisé. Donc dans les maisons de correction dont on va parler, il y a différents types. Il y a 10% peut-être d'enfants qui sont là au nom de la correction paternelle. Et puis, il y a les enfants délinquants, les enfants vagabonds, qui sont issus très souvent de l'armée multiple des enfants orphelins et des enfants abandonnés. Sous la monarchie de Juillet, c'est-à-dire dans les années 1830-1840, il y a à peu près 25 000 enfants abandonnés par an, avec notamment, vous vous souvenez de ça, le système du tour, des congrégations religieuses, des hôpitaux, des paroisses disposaient un tour devant leur porte, on déposait l'enfant, on lui faisait faire un tour pour le diriger vers l'intérieur ou le recueillait ensuite un employé de l'État ou le plus souvent une religieuse. Ces enfants abandonnés, ces enfants orphelins, ces enfants devenus délinquants, ces enfants souvent vagabonds, ils illustrent pour les élites du début du XIXe siècle de façon vibrante la question récurrente pour eux des barbares qui assaillent la société traditionnelle. Le mot barbare est utilisé très souvent après les révoltes des canuts de Lyon du début des années 1830. Un journaliste d'un journal bourgeois qui s'appelle le Journal des débats dit « Les barbares nous menacent, ils sont aux portes de nos villes. C'est l'invasion qui commence ».
Ces enfants, ils deviennent des types littéraires dans les années 1830. Alors on pense évidemment au Gavroche de Victor Hugo, mais il y a d'autres illustrations possibles dans la littérature. Jules Janin, par exemple, raconte comment une mère, débordée par son fils, voilà encore un thème très contemporain qu'on aborde souvent aujourd'hui, la responsabilité des parents qui ne savent pas tenir leurs enfants. Une mère débordée laisse, dans un livre de Jules Janin, son petit faire le beau, devenir un gandin, se peigner sans cesse toute la journée, mettre des chemises superbes qu'il a dérobées. Bon, et cet enfant, écrit Jules Janin, va devenir évidemment quelqu'un qu'il va falloir corriger. Il y a même un monument à Paris, du côté du boulevard Blanqui, dans le 13e arrondissement, qui représente un de ces enfants abandonnés, qui ne demande, il est représenté endormi dans un songe, qu'à se réveiller pour faire toutes les frasques possibles du monde. Alors, que faire de ces enfants ? On a, après la Révolution française, décidé de remplacer les peines corporelles par des peines de prison, mais on n'a pas beaucoup de lieux où installer les prisonniers, sinon à réutiliser des biens nationaux qui ont été confisqués et qui sont souvent, par exemple, d'anciennes abbayes, le Mont-Saint-Michel, Fontevraud, Clairvaux, qui va devenir la première abbaye, la première prison de France après avoir été la capitale de l'Europe cistercienne. Ces lieux sont mal aménagés, ces lieux sont inconfortables, ces lieux sont difficiles à surveiller, trop vastes ou mal adaptés. S'il s'agit d'y mettre des enfants, comment faire ? Alors, on a, quand on est juge, magistrat, pendant la monarchie de Juillet, on a deux textes sur lesquels s'appuyer. Deux articles du Code pénal qui, c'est un inconvénient, sont un peu contradictoires. Il y a un article 66 qui dit que les enfants de moins de 16 ans, la majorité est à 21 ans, qui ont agi par discernement et commis un délit peuvent être condamnés à des peines courtes. 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais il y a un article 67, l'article suivant, qui peut entrer en collision avec l'article 66, puisqu'il dit que les enfants manquant de discernement, alors où est la zone grise entre le discernement et le manque de discernement, peuvent être acquittés et remis à qui de droit, c'est-à-dire à leur famille. Sauf que les familles de ces enfants qui ont été acquittés par les tribunaux parce qu'ils manquaient de discernement, elles n'existent pas le plus souvent, ou bien elles sont dangereuses. C'est l'époque classe populaire, classe dangereuse. Et c'est pour ça qu'on va inventer cette structure qui s'appelle les colonies pénitentiaires et agricoles, qui sont chargées de gérer cet entre-deux. Il y a des quartiers pour mineurs, très peu nombreux. Il y a une prison pour mineurs qui pratique le système d'isolement de Philadelphie jusqu'au bout. C'est la prison de la Petite Roquette. Mais on s'aperçoit au bout d'un moment que les enfants qui sont claquemurés là dans un espace extrêmement étroit pour faire un travail manuel, mauvais travail, dit Victor Hugo, qui serre le pauvre enfant dans ses griffes. Ces enfants qui, en plus, la nuit, sont aussi isolés et qui ne voient personne, ils dépérissent à vue d'œil. Donc, il y a des quartiers pour mineurs, il y a la prison de la Petite Roquette, mais l'expérience n'est pas réussie. On se dit, on va les mettre au grand air. Et on va créer dans des lieux pour eux destinés, sur de vastes espaces agricoles qu'on pourra comme ça transformer, rendre plus profitables. On va créer des colonies dont le principe sera la terre guérit le colon, transforme le colon, et le colon, par son travail, transforme la terre. C'est le principe donc des colonies agricoles pénitentiaires. Les deux mots vont ensemble. Alors ces colonies, elles vont être créées dans
une véritable concurrence, dans un bouillonnement d'initiatives, jusqu'à devenir, Stéphane Jacquemin l'explique dans l'exposition, peut-être 200 dans toute la France. C'est assez difficile d'en faire le recensement. Et on en discute du principe de ces colonies dans toutes sortes de lieux où le débat sur les prisons est extrêmement vif. Alors nous sommes habitués à vivre dans une société où les prisons provoquent l'indifférence, sauf quand on en parle tous ensemble ici à Dieulefit. Il faut imaginer que dans les années où sont créées les colonies pénitentiaires, on parle partout des prisons et des solutions d'amendement pour la population délinquante. On en parle à la Société royale des prisons, on en parle entre philanthropes qui imaginent chacun de concevoir des investissements dans ce domaine. On en parle à l'Académie des sciences morales et politiques, on en parle à la Chambre des députés, et il y a des personnalités très importantes qui interviennent dans ce débat. La plus connue, évidemment, c'est Alexis de Tocqueville, qui, avec Gustave de Beaumont, était allé faire une mission aux États-Unis dans les années 1830 pour observer le système pénitentiaire américain et distinguer les vertus et les faiblesses de la solution Auburn, l'isolement de jour, l'isolement de nuit, pardon, mais pas de jour, et le système de Philadelphie, l'isolement complet nuit et jour. Alors Alexis de Tocqueville, il va intervenir très souvent sur les colonies pénitentiaires, avec d'ailleurs toujours cette idée que dans les prisons comme dans les colonies pénitentiaires, les détenus, qu'ils soient adultes ou enfants, ne doivent pas être mieux traités que la population modeste et pauvre de la France. Ça, c'est un thème qu'on entend tout le temps aujourd'hui. J'étais à Clairvaux encore la semaine dernière, et après qu'une visite très prenante de la prison du 19e siècle avait été achevée, on voyait les cages à poules, les dortoirs dans lesquels les prisonniers étaient enfermés. Il y a un monsieur qui avait grogné pendant toute la visite et que sa femme essayait de calmer régulièrement, qui a dit il faudrait un bon retour en arrière parce que maintenant ils ont des piscines dans les prisons. Donc il y a toujours, au moment de la création des colonies pénitentiaires, comme au moment de la création des prisons spécialisées pour les jeunes, rares et difficiles à expérimenter, cette idée qu'ils ne doivent pas être mieux traités que le reste de la population, qu'ils doivent se préparer à intégrer les classes modestes et laborieuses de la population en ne demandant pas trop de confort et en n'ayant évidemment aucune exigence de luxe. Bon, alors dans les années 1830, les colonies pénitentiaires commencent à germer et à sortir à peu près toutes ensemble du sol. Et la plus extraordinaire, la plus influente, la plus imitée, la plus visitée, parce qu'il y a un vrai tourisme pénitentiaire au XIXe siècle. On va faire des enquêtes à l'étranger et on va aussi visiter les lieux exemplaires. Donc la plus connue, elle est évoquée par un des panneaux de Stéphane Jacquemin, c'est celle de Mettray en Touraine. Alors nous avons là des dizaines d'hectares de terre qui ont été donnés par un aristocrate, le vicomte de Brédigny. Et nous avons un théoricien qui s'appelle Charles Lucas, qui est inspecteur général des prisons, qui intervient dans tous les débats que j'ai cités à l'instant et qui est partisan d'un isolement modéré, d'un isolement relatif, pas du tout d'un isolement absolu. C'est lui qui formule ce principe. La terre améliore le colon améliore la terre, le colon qui est en plein air, le colon qui travaille dehors et qui travaille en groupe avec ses camarades et non pas comme le détenu de la Petite Roquette dans sa cellule en train de faire de la vannerie ou de raboter un barreau de chaise. Alors Mettray donc offre un grand espace et Mettray attire beaucoup de mécènes. Il est
extrêmement bien vu pour un philanthrope au début du 19e siècle de participer aux expériences pénitentiaires de redressement de la population dangereuse. Alors, si vous allez à Mettray, vous avez une allée qui mène à une chapelle, on parlera de la chapelle tout à l'heure, et de chaque côté de l'allée, des pavillons, à peu près tous semblables, mais légèrement différents les uns des autres, parce qu'ils doivent porter la trace, l'intention, le souvenir du geste, en même temps que le nom d'une famille de donateurs. Donc, chaque pavillon est caractérisé par le nom du donateur, et le colon de Mettray est un bon colon s'il remercie régulièrement dans ses prières, par exemple, ou dans les manifestations collectives, le donateur qui lui a fourni ses ateliers dans la maison où il habite, dans le pavillon où il habite, et puis son couchage. Alors, une des originalités de Mettray, c'était de pratiquer le couchage en hamac. Alors ça distrayait beaucoup le visiteur. Ça aurait pu faire l'objet, s'il y avait eu à l'époque des cartes postales, de cartes postales qu'on aurait envoyées à ses connaissances quand on était en reconnaissance dans la colonie de Mettray. Les murs n'existent pas. Ils sont remplacés par des massifs de végétation, un petit peu comme au parc de la Baume. Parce que le colon doit intérioriser son état et remercier ceux qui ont financé l'établissement comme ceux qui le dirigent pour l'accueil qu'ils lui font et toutes les possibilités qu'ils lui offrent de transformer sa vie. Donc les évasions sont faciles, mais ne sont pas si fréquentes. Il est vrai que le colon a la tête rasée, qu'il porte un uniforme, et que s'il s'aventure au-delà du massif de Fleurs, Genet appellera Mettray, où il a été Notre-Dame-des-Fleurs. S'il s'égare au-delà des Fleurs, les voisins, les paysans, ils touchent une prime s'il le ramène. Bon, alors voilà donc l'exemple Mettray, mais Mettray, ça fonctionne finalement apparemment assez bien, mais l'argent coule à flot, parce que les conseils généraux des départements d'un peu toute la France, les institutions diverses, laïques ou religieuses, n'hésitent pas à envoyer une contribution annuelle à Mettray. Alors, je vous ai parlé d'une chapelle, elle est là, au bout de l'allée principale, bordée de pavillons. C'est dans cette chapelle que Jean Genet imaginera les mariages ignominieux qui, selon lui, avaient lieu entre détenus du même sexe, les aînés bénissant les cadets. Alors la chapelle, c'est très important parce que c'est le lieu de réunion, c'est le lieu de communion. Dans le système de Philadelphie de l'isolement total, on avait été jusqu'à imaginer de mettre les gamins à la petite roquette dans des alvéoles dans la chapelle. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire, ça ressemble à un camembert de distribution des forces électorales. Donc vous avez des parts comme ça, et les gamins étaient dans des parts séparés par une cloison des autres gamins, et voyant au bout de l'objectif, là, le prêtre qui célébrait. Non, à Mettray, on célèbre la messe ensemble, sans problème. Et puis l'avantage de la chapelle, c'est qu'autour du clocher, on peut utiliser le chemin de ronde comme un mirador. La chapelle a aussi cette fonction. Alors Mettray, le modèle sans égal. Mais chacune des forces sociales du 1er 19e siècle imagine de participer à l'effort commun pénitentiaire. Et si Mettray est une colonie laïque, sans direction religieuse visible, l'État, lui aussi, veut fabriquer des colonies publiques. Ainsi, il va en créer une à Clairvaux,
Alors Clairvaux était un bien national après la Révolution française. Napoléon en avait fait la première prison de France à partir de 1808. Et pour garder son nom, son rang, sa réputation, première prison de France, Clairvaux va créer en 1842 une colonie pénitentiaire agricole en utilisant les vieilles structures géographiques et agricoles de l'ordre cistercien. Les cisterciens disposaient des granges, des grandes fermes autour du monastère central. Donc vous utilisez une ou deux de ces fermes qui ont survécu et vous en faites une colonie agricole d'État qui doit montrer, gérer sous la direction du sous-préfet, qu'elle aussi peut avoir les mêmes vertus que Maitret. Et puis moi, c'est ça qui m'a le plus intrigué. Beaucoup de congrégations religieuses, mais vous verrez aussi une photo de la colonie de Sainte-Foy-la-Grande, des protestants eux-mêmes à Sainte-Foy-la-Grande, par exemple. Les congrégations religieuses, et parfois même des protestants, sont entrés dans le mouvement. Alors ça, c'est toute une réflexion qui mérite d'être menée. Ça dépasse la question des colonies pénitentiaires. C'est celle du rapport entre l'enfermement volontaire et l'enfermement involontaire. L'association qui gère, au nom du ministère de la Culture, les visites, la restauration, l'animation de Clairvaux, aujourd'hui, l'administration de la justice est partie. Cette association qui s'appelle Renaissance de Clairvaux a toujours voulu mettre l'accent sur la proximité et la différence entre enfermement volontaire et enfermement involontaire. Différence qui n'est pas si facile à marquer. Il y avait dans les couvents cisterciens dès le XIIIe siècle une prison destinée aux moines récalcitrants qui avaient battu leur coulpe en chapitre et dont le père abbé avait dit qu'ils devaient être punis, mais à l'intérieur de l'enceinte monastique. Est-ce qu'il y a un rapport entre la geôle et les vœux, chasteté, pauvreté, obéissance, qu'on contracte quand on entre dans un monastère? Il y a un abbé cistercien du 19e, l'abbé de Meilleret, qui disait « Mais faut-il devenir geôlier pour être moine ?» Alors je m'explique pourquoi posait-il cette question. C'est que la congrégation des cisterciens, qui à l'époque était très centrée sur l'abbaye de la Trappe, Clairvaux était propriété d'État, et Cîteaux, c'était un phalanstère socialiste. Les lieux d'origine de l'ordre cistercien étaient confisqués à leur vocation religieuse. Donc, du côté de la Trappe, chef d'ordre de fait des cisterciens, le père abbé, don Hercelin, réfléchit beaucoup au rôle, à l'utilité sociale que pourraient avoir les moines. Et quelle autre utilité sociale, quelle plus belle utilité sociale que celle de remplacer la Sainte Famille et de transformer les enfants pour en faire des fidèles disciples obéissants à Dieu. Alors l'utilité sociale du monastère, c'est très important pour les moines parce qu'elle a été contestée dès que les monastères sont devenus riches, dès que s'est imposée l'image du moine paillard, du moine fainéant, du moine alcoolique. L'image du moine a été en plus dépréciée par les révolutionnaires qui ont ouvert les portes des monastères. Et il faut quand même dire que beaucoup de moines ont renoncé à leurs vœux à ce moment-là, à partir du moment où ils avaient recouvré, grâce aux révolutionnaires, leur liberté de choix, la possibilité de dire j'abjure, je ne porterai plus l'habit, j'ai eu tort de faire ce que j'ai fait. Alors, s'occuper des enfants, c'était prouver au pouvoir et à la société pensante qu'on avait un rôle. Vous voyez, un notable de la monarchie de Juillet qui souvent ne va pas à la messe, qui souvent est voltairien, il veut bien être convaincu par la notion, le concept de Dieu, à condition que Dieu, ça serve à quelque chose, ainsi que le pensait Voltaire, que ça serve à rassembler
les classes sociales, que ça serve à moraliser les individus, que ça serve, pourquoi pas, à amender la terre et à participer à la grande transformation agricole qui, dans ces années de la monarchie de Juillet, inspire beaucoup de grands propriétaires. Alors, je vais prendre le cas de la Trappe parce que c'est celui que je connais le mieux en ayant pratiqué les archives de la colonie pénitentiaire. La Trappe s'est réinstallée après une odyssée extraordinaire pendant la Révolution française. Les trappistes avaient circulé à pied dans toute l'Europe. Ils étaient partis de la Trappe en Normandie pour aller dans une chartreuse en Suisse. De la chartreuse de Suisse que Bonaparte menaçait, ils étaient partis en Autriche. Tout ça à pied. Ils avaient rejoint ensuite la Russie. Et certains d'entre eux avaient été jusqu'en Amérique. Et cet extraordinaire pèlerinage à pied, ils l'avaient fait accompagné d'enfants. Dans la règle cistercienne, il n'y a pas en principe de classe, de pédagogie, d'enseignement aux enfants. Mais le leader des trappistes de l'époque, le leader des pèlerins trappistes, il avait pensé qu'en amenant des enfants avec soi, jusque dans le cabinet du tsar de Russie, quand il demande asile à la Russie, il allait prouver que les moines, ça peut servir à quelque chose. Et les pouvoirs de la Restauration, de l'époque de la Restauration, ont accepté l'idée que les trappistes puissent s'occuper d'enfants. Et sous le Second Empire, quand Napoléon III s'appuie sur la Sainte Église, il accepte d'enthousiasme que des monastères s'occupent d'enfants. Ça va être le cas, par exemple, en Algérie. Il y a un grand monastère cistercien à Stagouéli, dans un grand domaine agricole de Kabylie, où on pense aussi à établir une colonie pénitentiaire pour les petits-enfants kabyles ou arabes. Donc, en 1854, si je reste dans le cas de la Trappe, la colonie pénitentiaire est ouverte. Il y a 160 hectares de terrain. Il y a un grand bâtiment qui est construit, dévolu à cet effet. Et une grande cérémonie a lieu, présidée par le père abbé, mais aussi par le sous-préfet. On est dans le département de l'Orne. Et on promène un buste de l'empereur Napoléon III. Et les premiers colons installés, vêtus d'un uniforme, parce qu'ils vont être appelés à faire l'exercice militaire, défilent devant les autorités civiles et ecclésiastiques. Alors la colonie va suivre un règlement extrêmement précis, un petit peu d'enseignement, bon, mais enfin, c'est pas très nécessaire, peut-être compter, un peu écrire. Le but, c'est de faire, c'est dit explicitement, soit des militaires, c'est pour ça qu'il y a des exercices quotidiens, soit des agriculteurs, mais pas des propriétaires agricoles. Comment voulez-vous doter ces enfants qui sont sans un sou? Non, des ouvriers agricoles, soit des employés chez les artisans des villages environnants qui accepteront ces enfants parce qu'ils sont recommandés quand même par les moines. Alors les moines, ça a quand même une réputation suffisante pour garantir l'embauche. Les enfants vont à la messe, ont un peu d'enseignement religieux, pas tant que ça, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être dévots, vous voyez, parce que la dévotion prend du temps quand même, et le temps de travail, c'est quand même la donnée qui caractérise, organise, régule la vie de cette petite société fermée. Il y a quelques surveillants, très difficile de trouver des surveillants. Il y a quelques frères, les moines sont soit des prêtres, soit des convers, des frères convers. Il y a quelques frères convers. Et puis, il y a un prêtre qui dirige la colonie. Ah, quelque chose de très important sur lequel l'avenir de la colonie de la Trappe, comme celui de beaucoup de colonies pénitentiaires, va buter, c'est la question du coucher. À Maitray, on a trouvé le hamac. C'était drôle, quoi. Ça fournissait un petit parfum d'exotisme. On aimait bien les grandes explorations dans les années 1830-1840. Le hamac comme en Polynésie. Bon.
Les trappistes, non. Les lits dans des dortoirs eux-mêmes couchent dans des dortoirs qui ne sont même pas séparés par des rideaux, dont les couches ne sont même pas séparées par des rideaux. Ah, et coucher, disent les trappistes, directeurs de la colonie de la Grande Trappe, coucher habillé. Bah oui, parce qu'un pantalon tenu par des bretelles, ça protège quand même des tentations. Et puis eux-mêmes, les moines, ils couchent tout habillés. Alors pourquoi les jeunes ne devraient-ils pas faire la même chose? Bon, voilà une colonie parmi beaucoup d'autres qui est bien documentée parce qu'il y a un moine de bonne volonté qui commence la chronique de la colonie pénitentiaire. Donc on est au milieu des années 1850 sous Napoléon III et il enlumine le compte-rendu d'activité qui est destiné au sous-préfet et à la commission de surveillance de la colonie qui se réunit tous les ans. Il y a des lettrines ornées avec des couleurs diverses. Il raconte la colonie comme il raconterait l'épopée d'un monastère qui se crée au Moyen-Âge dans la ferveur. Donc 100, 200 colonies avec parfois des spécialités. Vous verrez ça dans l'exposition de Stéphane. Il y a la fameuse colonie de Belle-Île qui est beaucoup plus tardive et qui était spécialisée dans les métiers de la mer, comme sa localisation l'y invitait. Sauf que, c'est la légende, je n'ai pas été vérifié, on disait que les exercices au mât qu'on faisait pour les futurs gabiers, un mât fixe planté dans la terre, se faisait derrière de si hauts murs que même en haut du mât, on ne voyait pas la mer. C'est peut-être une légende excessive, parce que les colonies pénitentiaires sont aussi entourées d'une légende noire. Alors, ces colonies sont diverses, laïques, modèles, maîtrais, ecclésiastiques, pour un grand nombre, protestantes, rarement, catholiques, très souvent. Il y a même des congrégations spécialisées. Il y en avait une qui s'appelait la congrégation de Saint-Joseph, dirigée par le frère Ray, qui ne s'occupe pratiquement que de ça, d'établissements de correction et d'établissements pénitentiaires. Ces établissements si divers, ils se posent à eux des questions communes. À Maitret, tout va bien, parce que c'est la vitrine, et l'argent coule. Mais dans les autres colonies, comment trouver le personnel? Très difficile, vous ai-je dit, dans tous les cas. Comment le garder? Comment faire en sorte qu'il ne soit pas violent, sadique, brutal, débauché et sodomite? Comment financer les colonies? Alors, une loi de 1850 sur laquelle Stéphane Jacquemin insiste beaucoup dans son exposition, qui a été prise quand la Seconde République est devenue conservatrice et favorisait les congrégations religieuses, réinstalle solidement le système de la dotation individuelle. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez un enfant, chaque fois qu'il couche une nuit dans un hamac ou dans un lit, avec un pantalon ou sans pantalon, ça rapporte 20 centimes ou 30 centimes. C'est évalué, réévalué plus ou moins régulièrement. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le monastère de la Grande Trappe confond d'ailleurs le budget de la colonie et le budget de l'abbaye. On n'arrive pas à savoir si les suppliques qu'il lance au gouvernement et au sous-préfet sont justifiées. On n'a pas assez d'argent, monsieur le sous-préfet, on ne sait pas. Mais la voie commune de tous les établissements pénitentiaires pour enfants consiste à réclamer de l'argent. Et puis se pose très vite la question des mœurs. Elle est récurrente. Et les violences, les attouchements, vous me direz qu'il y a les mêmes qui peuvent avoir lieu dans les familles, notamment en milieu rural, affleurent régulièrement. Et puis la question des révoltes et des mutineries et la question des évasions.
Le moine qui tient la chronique enluminée de la colonie pénitentiaire de La Trappe, c'est un brave garçon. Pour lui, la Trappe, c'est sa destinée. Il n'a jamais rien connu de tel. On sait ça par la biographie qu'on tient des archives de La Trappe. Il ne comprend pas que les enfants s'évadent. Mais ils sont bien là. Il n'y a pas de mur, il y a juste les forêts. Alors pourquoi fuient-ils dans les forêts? Pourquoi y en a-t-il qu'ils viennent de quartiers pour mineurs spécialisés qui qui jettent le feu, littéralement, qui se révoltent, qui provoquent des mutineries pour retourner dans la prison pour enfants? Ils n'ont pas mieux chez nous, entourés de la sollicitude fraternelle des moines. Ces questions apparaissent tout de suite dans l'histoire de chaque colonie pénitentiaire. Et Maitret n'est pas épargné. Je vous recommande, si vous le trouvez, mais il faut aller dans une librairie d'occasion ou sur un site en ligne, de lire La semaine de la comète de Marc Soriano sur une révolte à Maitret qu'il a imaginée, mais qu'il a organisée comme un théâtre de toutes les questions qui se posaient autour des colonies pénitentiaires. Il imagine le conseil de surveillance avec Charles Lucas, l'inspecteur général des prisons, ce grand notable que je vous ai décrit, arrivant chez de Metz, le directeur de Maitret. Il y a aussi le vicomte de Brétinière, le propriétaire qui a donné ces terres. Et voici que soudain, les enfants se révoltent et qu'ils mettent sous clé tous les notables en leur expliquant la réalité et en leur posant des questions dérangeantes. Les mutineries, les révoltes, les incendies, les évasions. Autant de signes pour les gens parfois de bonne volonté qui ont créé ces établissements de l'inefficacité de leurs efforts. Alors nous voilà maintenant, après une génération des colonies pénitentiaires, on a commencé dans les années 1830, nous voilà maintenant à la fin du Second Empire et puis au début de la Troisième République. La loi de 1850 avait favorisé les établissements congréganistes, les établissements religieux, de même que la loi sur l'éducation de la même époque, la loi dite Fallou, avait favorisé les écoles catholiques. Mais à partir de l'Empire libéral, et puis surtout après la chute de Napoléon III, 1870, la tendance anticléricale dans l'administration va devenir de plus en plus forte. Elle était rampante, indiscernable, invisible. Mais voilà maintenant que les inspecteurs qui font les visites annuelles des établissements réveillent en eux des questions qu'ils avaient enfouies. Et alors, dans les archives de La Trappe, c'est assez drôle. Les comptes rendus annuels, les discussions annuelles, répétitives, à partir de 1872-1873, à partir de l'envoi d'une commission d'enquête parlementaire qui va visiter pas mal de colonies pénitentiaires et qui va relever les mêmes déficits dans à peu près tous les établissements. C'est assez drôle donc de voir les comptes rendus des visites des autorités à La Trappe. Alors il n'y a plus d'enluminure sur le livre qui collecte les renseignements. Le père directeur, c'est à peine s'il est poli avec le sous-préfet. On sent que la tension monte. Et alors les autorités disent c'est quand même bizarre, quoi, parce que c'est pas très hygiénique tout ça. Et la question va se polariser sur celle du coucher. Mais enfin, coucher tout habillé avec des bretelles, non, c'est pas possible. Alors les moines disent mais on est des paysans. Pour nous, la crasse, ça protège. Ça donne un teint bon, frais, et puis l'époux, au fond, c'est pas si mal, ça peut avoir des vertus. Enfin, il y a tout un imaginaire traditionnel paysan qu'incarnent assez bien les moines passablement frustes de La Trappe, qui s'oppose à l'imaginaire hygiénique des représentants de l'État. Alors peu à peu, ça craque, quoi. On sent que ça ne va pas durer. Et dans le cas de La Trappe, c'est cocasse, la fin, et en même temps pitoyable. Le père abbé de La Trappe voit monter l'anticléricalisme. Nous sommes maintenant dans les années du gouvernement de Jules Ferry, on est en 1880. Alors il a une idée de génie, le monastère est plein à ras-bord
de même que la colonie pénitentiaire. Il y a du monde. Hein. On ne sait pas où les coucher, et les moines ne se sont pas inscrits sur les listes électorales jusqu'ici. Alors le père Abbé dit on va inscrire les moines sur la liste électorale du village, Soligny. Le préfet pousse les hauts cris, dit, mais très malin le préfet, il dit oui bien sûr, oui. Enfin il pousse pas les hauts cris, il fait semblant d'accepter. Vous nous donnez bien sûr le casier judiciaire de chacun des moines au moment de l'inscription sur les listes électorales. Le casier du père directeur de la colonie pénitentiaire, qui est pourtant un homme franc comme l'or, qui a dirigé des entreprises, et celui d'un pédophile qui a été condamné à 2 reprises pour les agressions qu'il commettait sur ses employés quand il dirigeait des usines. Alors le sous-préfet dit c'est embêtant, hein, on ne va pas pouvoir vous inscrire sur les listes électorales. Alors le père Abbé fait machine arrière, dit oui, vous avez raison, c'est pas notre rôle de s'occuper de politique. Et le sous-préfet déclenche toute une polémique du type de celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est facile à développer, parce qu'il y a des arguments de réalité, mais il y a aussi des paroles automatiques qui peuvent être prononcées dans la presse. Donc tout d'un coup, le nombre de moines qu'on découvre se masturbant, baissant la culotte, agressant des enfants est incommensurable. Les journaux républicains en sont pleins. La communauté monastique, qui n'a pas nécessairement été toujours partisane de pratiquer ce métier de geôlier, se rebelle contre le père Abbé et dit que ça suffit, et on ferme la colonie en 1883. Et on n'en parlera plus jamais. Les dernières traces, ça intéresse Stéphane Jacquemin s'il veut aller dans l'Orne, les dernières traces ont été rasées il y a très peu d'années, juste avant le Covid, dans les environs donc, du monastère de la Trappe. Toutes les colonies vont sombrer comme ça, les unes et les autres. Dans le scandale, dans le silence, dans la réalisation d'un échec. Donc, si on réfléchissait un peu à leur histoire, ça nous éviterait d'entendre le premier gamin qui se rebelle contre l'autorité, le premier gamin harceleur de profs, hop, centre fermé. Le premier gamin qui, dans ce centre fermé, dont on ne peut pas sortir pour rejoindre le circuit d'éducation classique, je vous parle de ce que propose le Front National aujourd'hui, par la voix de son éventuel futur ministre de l'Éducation nationale. Le premier gamin qui se rebelle dans un centre fermé, alors un centre encore plus fermé, dont on ne sort pas non plus. C'est-à-dire que cette solution par la fermeture, elle a été expérimentée, elle a donc été expérimentée 200 fois pendant 100 ans dans les colonies agricoles pénitentiaires. Et comment se fait-il qu'on connaisse si mal leur histoire ou qu'on n'en tire aucune leçon? Je voulais juste finir par une image qui me vient d'un souvenir de Maitret. Donc j'ai fait une émission une fois à Maitret et je pose la question, bon, les murs, où sont-ils? Donc on me montre les massifs de fleurs. Maitret est devenu, alors moi je me perds dans les acronymes, les centres éducatifs fermés, CEF, les quartiers pour mineurs, les établissements pour mineurs, EPM. Alors là, c'est comme à côté à Beauvallon, ça s'appelle, Bernard, ça s'appelle ITEP, comment ça s'appelle? ITEP, voilà. Donc Maitret est devenu un ITEP, spécialisé dans la formation dans le domaine électronique et informatique. Les pavillons sont encore là, un peu sous-utilisés, mais toujours bien entretenus. Il y a des salles extrêmement modernes pour les gamins. Et alors je dis, mais pourquoi il y a des barbelés maintenant? On était en train de construire des barbelés. Pas des concertinas, des barbelés simples. Hein.
Le directeur me dit, pour la première fois, les gens des environs sont venus nous voler. Alors, on a installé des barbelés. Donc, je voulais finir sur cette image qui montre bien que les établissements de ce genre sont souvent des mondes qui fonctionnent à l'envers et qui, en tout cas, réussissent parfois à provoquer le résultat inverse de celui que, parfois, dans la bonne volonté, ils souhaitaient obtenir. On n'a pas 5 minutes. J'ai demandé à monsieur le bourreau, capable d'y répondre, et si Stéphane Jacquemin veut y répondre aussi. Il y a beaucoup d'archives des colonies pénitentiaires. C'est très sous-exploité dans les archives départementales. Alors, certains établissements, comme le Bon Pasteur, destinés aux filles, et qui créent des établissements différents du type des colonies dont je vous ai parlé, sont un peu dans la rétention, mais il y a beaucoup d'archives, il y a beaucoup de possibilités de travail. Et il y a beaucoup de romans aussi, beaucoup de livres sur le sujet. Oui, je voulais savoir si à la trappe, il y avait des sévices corporels. Non, pas plus que ceux que s'infligeaient les moines. Serrer ma haire et ma discipline, disait un personnage de Molière. Non. Je n'ai pas vu de traces de sévices corporels autres que ceux qu'on pouvait connaître assez nécessairement dans les campagnes où on flanquait des gifles ou des coups de pied, et autres que ceux que les moines s'infligeaient eux-mêmes après qu'ils avaient battu leur coulpe en chapitre. Ouais. C'est très humiliant, la vie monastique consentie. On s'allonge à plat ventre, on demande pardon, on peut être comme mis au coin devant les frères, et les colons ne connaissaient pas pire, je crois. Monsieur. Par quoi les colonies pénitentiaires ont-elles été remplacées ? Par des établissements spécialisés qui portent tous ces noms divers que j'ai essayé de vous citer tout à l'heure. Beaucoup ont fermé. Stéphane montre des lieux qui sont pour beaucoup abandonnés. J'ai une autre histoire à vous raconter pour finir. Celle de Belle-Île, elle est très connue parce qu'elle a fait l'objet d'un film inachevé de Carnet, du fameux poème de Prévert, tout récemment d'un livre de Sorge Chalandon, où il imagine le sort d'un des mutins des années d'après-guerre, qui est le dernier qui n'a pas été retrouvé, alors que tous les autres sont de nouveau passés sous la toise et sous les coups. Et vous savez ce que le ministre socialiste de l'Intérieur, qui s'appelait Gaston Defferre, en 1981, a imaginé ? Vous savez, il avait créé des colonies de vacances improvisées pour les gamins des quartiers difficiles. Et où les a-t-on mis quand ils sont allés à Belle-Île ? Dans les ruines, enfin dans les murs abandonnés, de la colonie pénitentiaire de Belle-Île. Été 1981. La population avait gardé des réflexes assez hostiles à la colonie pénitentiaire. Habituée qu'elle avait été à toucher les primes, habituée aussi qu'elle avait été à avoir peur des enfants. Et la population de Belle-Île a fait des pieds et des mains, et on a remis les enfants dans le bateau. Et ils sont repartis vers Sarcelles ou Montmagny ou Saint-Denis, je ne sais pas d'où ils venaient, mais illico presto. Bien.